Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Le stade de l'amitié général Mathieu Kérékou se dénude de plus en plus. Les occupants des boutiques de ceinturage se conforment aux injonctions du gouvernement en libérant les boutiques afin de permettre la réalisation du projet de modernisation du stade tel que annoncé. Ils partent donc pour une nouvelle destination avec pour doléance leur accompagnement par le chef de l'État. Et pendant ce temps, l'ONG Gbewa initie une tournée de sensibilisation dans les départements de Lomé et du Plateau. C'est dans le cadre du sous-projet Autonomisation des filles et des femmes du projet SWED. Les responsables de l'ONG Gbewa étaient à Porto Novo, puis à Kétou pour entrer en contact avec les autorités à la base. Dans ce journal, nous ferons également un tour dans le département du Monde et plus précisément dans la commune de Bopa qui a vibré ce week-end au rythme de la fête Pascal Gogo. Parmi les activités qui ont drainé du monde figurent les jeux et diverses courses organisées le samedi 16 avril pour rendre la fête plus gaie et plus attrayante. Dans ce journal, nous allons revivre l'euphorie et l'ambiance qui a prévalu à Bopa ce week-end. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par la visite au Bénin du secrétaire permanent de l'Association internationale des maires francophones. Pierre Ballet est au Bénin sur invitation de l'Association nationale des communes du Bénin pour faire le point de la coopération de son organisation avec les communes partenaires. À cet effet, il a été reçu en audience par le président de l'ANCB et le ministre de la décentralisation après avoir visité les réalisations financées par l'AIMF. Reportage. Renforcement et appui pour les partis politiques inclusifs et démocratiques rapides va asseoir sur la base de 5 défis l'ancrage démocratique et la représentativité des formations politiques au Bénin. Le programme va aussi promouvoir le dialogue interparti les 48 mois durant pour la prévention et le règlement des conflits politiques. Une initiative qui naît de la volonté de l'Institut pour la gouvernance démocratique IGD et l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite de faire place à des scrutins plus inclusifs au Bénin à l'avenir. Ambition motivée par des faits d'un passé bien proche. Le programme rapide que vous lancerez dans les minutes qui suivent a pour objectif stratégique le renforcement des partis politiques du Bénin afin qu'ils contribuent plus efficacement au développement inclusif et à la paix à travers la mise en œuvre de leurs rôles et missions démocratiques. L'idée était née après les élections présidentielles qui ont connu, comme les élections législatives, les élections communales, quelques troubles préélectoraux et une certaine abstention. Et en effet, le gouvernement du Bénin s'était engagé à faire des grandes réformes institutionnelles qui ont engendré des nouvelles dynamiques dans le système politique partisan, dans l'organisation et le fonctionnement du parti. Et même si tout le monde était d'accord sur la pertinence et la nécessité des réformes, lors de son application, elle n'a pas toujours été aussi bien, aussi souplement été acceptée et il y a eu des réticences. Le Royaume des Pays-Bas prend en charge 78% du milliard 400 millions de francs CFA environ que coûte ce programme. Les autorités politiques à divers niveaux adhèrent au rapide, conscients de la pertinence que revêt la question de l'inclusion dans les processus électoraux. Le gouvernement béninois confirme son adhésion à cette initiative dont la finalité s'aligne parfaitement sur les priorités nationales définies dans le premier pilier du programme d'action et qui est de consolider la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. Je n'ai aucun doute sur la conformité des interventions du programme avec les besoins réels exprimés par les partis politiques et les institutions. Je voudrais donc saisir l'occasion pour saluer la démarche participative et inclusive de formulation de ce programme qui a permis d'aboutir à une photographie des besoins des partis politiques et des institutions de la République. L'IGD et ses partenaires envisagent de réunir tous les acteurs intervenant dans la chaîne des scrutins autour de ce programme. En priorité, les partis politiques.
Vous l'avez certainement constaté, vous avez suivi le programme rapide en temps des renforcements et appui pour les partis politiques et inclusifs et démocratiques. C'est un programme conduit par l'Institut pour la gouvernance démocratique IGD et l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Eh bien, je l'annonçais, la visite du secrétaire permanent de l'Association internationale des maires francophones, Pierre Ballet, est au Bénin sur invitation de l'Association nationale des communes du Bénin. À cet effet, il a été reçu en audience par le président de l'ANCB et le ministre en charge de la décentralisation, après avoir bien évidemment visité les réalisations financées par l'AIMF. Reportage. En visite officielle au Bénin, le secrétaire permanent de l'Association internationale des maires francophones, reçu par le maire Luc Osset-Ongi Atroko, président de l'Association nationale des communes du Bénin. Occasion pour les deux personnalités de faire le point des projets réalisés dans le cadre de la coopération entre l'ANCB et l'AIMF d'une part et dans le cadre des partenariats entre les villes béninoises et l'Organisation internationale des maires francophones d'autre part. Sur l'invitation de l'ANCB, sur mon invitation, pour faire le point de tout ce que les villes membres de l'AIMF ont pu faire jusqu'à présent avec l'AIMF et aussi pour envisager ce que nous ferons dans le futur. Il y a une bonne dizaine de villes qui sont membres de l'AIMF, il y a des associations qui sont membres, il y a de nouvelles associations qui vont s'ajouter. Nous allons revisiter les nouveaux projets au niveau des villes qui sont membres. Les actions financées par l'AIMF au Bénin sont nombreuses et impactent plusieurs communes du Bénin. On peut citer entre autres la construction de guichets uniques dans 12 communes du Bénin, la construction du siège de l'ANCB, le financement de plusieurs projets à Ouida, Porto-Novo et bien d'autres villes. Le séjour au Bénin de Pierre Ballet lui a permis de toucher de doigt les réalisations de l'organisation grâce à ces différentes visites. Le secrétaire permanent de l'AIMF a été également reçu par le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. À l'occasion, il a sollicité l'accompagnement du gouvernement du Bénin pour l'organisation de l'AG de l'AIMF et la COP des villes qui se tiennent au mois de juin en Côte d'Ivoire. Deux personnalités complètement différentes. Luc Atroko est un homme du terrain et qui comprend les attentes des populations. Nicéphore Soglo, c'était un internationaliste qui était porté par d'autres préoccupations. Un profil comme Luc Atroko est extrêmement important. Il a une démarche que nous partageons. D'abord, il a une conception de la coopération décentralisée qui est une coopération qui se tourne vers l'intercommunalité. On devait concevoir l'action de l'AIMF dans sa globalité. C'est-à-dire que cette globalité, on incarne vraiment ici, au Bénin. On a travaillé et on travaille sur des services essentiels, c'est-à-dire comment améliorer les conditions de vie des populations. On travaille aussi sur le numérique et on va voir tout à l'heure le bâtiment qui va être construit. On travaille en matière de culture, et pas n'importe quelle culture, à Ouida, à Abomey. Ce sont deux projets culturels différents. Les deux parties se sont montrées satisfaites à la fin de la mission et entendent renforcer davantage la coopération décentralisée et promouvoir l'intercommunalité. Au total, un investissement de près de 10 millions d'euros est déjà injecté dans le financement des projets des communes du Bénin. Alors, présent au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou qui se dénude de plus en plus et pour cause, les occupants des boutiques de ceinturage se conforment aux injonctions du gouvernement. Dans l'ensemble, ils ont respecté la date butoir du 18 avril 2022 pour libérer les boutiques afin de permettre au gouvernement de réaliser son projet de modernisation du stade. Ils partent donc pour une nouvelle destination avec pour doléance l'accompagnement du chef de l'État. Nous allons suivre. Lundi 18 avril 2022. C'est le dernier délai accordé aux exploitants des boutiques de ceinturage du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou. Au lendemain de cette date butoir, mardi 19 avril, voici le visage que présente le stade. En fonction de ce qu'ils peuvent sauver, les occupants vident les lieux pour éviter des surprises désagréables. Si certains ont déménagé en prenant juste l'essentiel, pour d'autres, il faut récupérer tout, sinon presque l'essentiel de l'investissement. Moi, j'enlève des carreaux ici pour que le déménagement du stade d'amitié sera fait vite. Le temps que nous passons actuellement, vraiment,
Et surtout quand on se met à casser les choses, c'est un peu vraiment choquant. Ça me fait pitié, mais on ne peut rien. Plus de 400 boutiques fermées, des emplois volatilisés et l'on se pose déjà des questions sur le climat sécuritaire qui va prévaloir au stade et ses environs. Lieu de détente, d'activités sportives et de business, les bons moments passés par ici entre amis, parents ou collègues seront bientôt dans les souvenirs. Oui, mais c'est tout à fait comme ça. Quand vous avez une ancienne femme, si elle s'en va, elle vous manque avant que vous ne trouviez une nouvelle femme, peut-être plus adorable. Hein? Donc je pense que c'est de la nature humaine, pourvu que le nouveau projet puisse vite voir le jour et que ceux qui sont déguerpis, surtout les opérateurs qui ont géré des activités commerciales, qui ont employé un grand nombre de personnes ici, qui vont certainement rentrer pour un moment inévitablement dans le chômage, et que ces gens-là puissent rapidement retrouver quelque chose. En entente avec les autres promoteurs, nous avons commis un expert en immobilier qui a évalué toutes les boutiques, tous les bâtiments. Il va déposer le rapport au gouvernement. À compter du lundi 18 avril 2022, les promoteurs de boutiques en contrat avec l'Office de gestion des stades pour une durée de 24 ans sont dépossédés de leurs droits de propriété sur ces bâtiments. À contre-cœur, on prend des dispositions pour une nouvelle aventure. Malgré son ambition pour la modernisation du stade, le chef de l'État est appelé à rester fidèle à l'une de ses promesses pour son second mandat. Le président Talon qui nous a promis son second mandat, je ne dis pas le deuxième mandat, son second mandat qui est un mandat hautement social, qui nous donne quelque chose pour qu'on aille faire quelque chose avec. Le patron même s'en va. Je vais loger les employés dans ma maison. Je ne peux pas. Je les ai libérés. Ils vont rentrer dans la nature. Il faut un peu le social dans cette histoire-là. Vous voyez les choses là, c'est des gens vraiment débouchés, mais tout récemment encore, regardez là-bas, celui qui a encore commencé quelque chose. C'est des millions en fumée. Donc, si l'État pouvait penser un peu aux gens là, les dédommager un peu, moi, vraiment, ça m'enchanterait, quoi. Le projet peut-être aurait réfléchi pour savoir comment on peut recaser tout ce monde-là, au-delà des promoteurs qui ont investi, à qui on a fait un contrat d'une certaine durée, où il reste près de 7 ans. Mais quand le gouvernement décide de faire quelque chose de nouveau, je pense que tout citoyen doit se plier, quitte à ce que l'État même étudie comment gérer les préjudices qui sont causés à ces gens-là. Après la libération des boutiques, le gouvernement annonce pour bientôt le démarrage des travaux de construction d'un pôle commercial. Un projet de dimension internationale qui s'inscrit dans le cadre de la délocalisation du marché de Dantokpa. Mais en attendant, les boutiques libérées servent de lieu de repos pour certains dans la journée et d'autres pratiquent la nuit sans doute pour d'autres. Parlons à présent de l'Institut national de la femme qui s'ouvre au public avec un accent particulier sur son mandat juridique et judiciaire. C'est à travers une causerie débat organisée ce mardi à Cotonou. Objectif, montrer à l'opinion publique toutes les caractéristiques de cet institut qui œuvre globalement pour l'épanouissement de la femme. C'est un reportage signé Narcisse Alossé. Devant un parterre de défenseurs des causes féminines au Bénin, les caractéristiques de l'Institut national de la femme ont été projetées. Et la principale oratrice ici, c'est la présidente de cet institut. Elle est partie des attributions de la structure dont elle a la charge. La première, c'est de dresser un état des lieux sur la problématique de toutes les formes de violence et plus généralement de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme et de la fille et initier des études et la recherche en la matière. Évaluer l'impact de toutes les formes de violence et de discrimination sur l'inclusion des femmes dans le développement durable, leur participation à la vie publique et politique et leur épanouissement au sein de leur famille. Des attributions qui, a-t-elle dit, sont articulées autour de 6 points contenus dans la mission de l'Institut national de la femme, créé pour promouvoir le leadership féminin et lutter contre la discrimination en général et les violences basées sur le genre en particulier. Sur le terrain, le travail se fait autour de 2 principaux pôles.
Le premier, c'est le pôle études, documentation, promotion du leadership féminin et communication. Le second, assistance aux victimes. On a des points focaux et des relais dans les départements, communes, arrondissements, dans les administrations publiques et privées, dans les lieux d'enseignement, d'apprentissage et de formation. Nous allons nous appuyer sur les services du ministère des Affaires sociales pour ce faire. Juste derrière la présidente de l'Institut national de la femme, la secrétaire exécutive a planché sur le mandat juridique et judiciaire de l'Institut. Et dans son intervention, elle a beaucoup plus insisté sur le rôle de l'institution face aux cas de discrimination. Lorsqu'il s'agit d'une discrimination spécifique, qui est celle qui consiste notamment à exercer de la violence à l'égard de la femme, qu'il s'agisse d'une violence physique ou qu'il s'agisse d'une violence patrimoniale, ça peut être une violence psychologique. C'est d'ailleurs la pire de toutes, parfois. L'Institut national de la femme a ce devoir-là, d'être là. Autrement dit, aller au-delà de la parole pour barrer la voie au signal de l'impunité au Bénin. Et ceci à travers une batterie de mesures prises pour assurer l'épanouissement de la femme béninoise. Ce qui fait dire au ministre des Affaires sociales que c'est un modèle inédit. Et je pense que le président de la République a vu juste, il a vu loin en mettant en place ce modèle, parce que ce modèle prend en compte toutes les failles non comblées du passé. Et lorsque nous avons présenté les différentes avancées, comme je le dis souvent, c'est un tournant historique que le Bénin a pris en matière de protection de la femme. Et lorsqu'on regarde toutes ces avancées, ailleurs, on nous demande même de leur envoyer les statuts de l'Institut. Ils veulent savoir, ils veulent avoir les éléments parce que c'est vraiment un modèle inédit. Et nous sommes sûrs que lorsque nous allons mettre en place les différentes étapes, nous allons forcément avancer vers quelque chose de magnifique pour les femmes. Place a été faite enfin au débat et plusieurs questions ont été posées, tout comme des apports faits pour le bon fonctionnement de l'Institut national de la femme. Un institut créé par décret 2021-391 du 21 juin 2021, modifié par le décret 2021-613 du 17 novembre 2021. Nous allons à présent nous focaliser sur l'ONG Changement Social Bénin qui met les projecteurs sur la situation carcérale en République du Bénin. La structure non étatique a en effet compilé des données dans un monitoring des droits humains en milieu carcéral. Le document rendu public ce mardi au siège de l'organisation à Abomey-Calavi prend en compte la situation dans les lieux de détention au Bénin au cours de l'année 2021. William Cliquant pour plus de précisions. 3 institutions et organisations reçoivent ainsi, de façon symbolique, les 11 bréviaires illustrant la situation globale des détenus et prisonniers au Bénin. Le document retrace le quotidien dans 10 maisons d'arrêt et prisons sur les 11 dont dispose le Bénin. Sur 14 000 pensionnaires, Changement Social Bénin a pu interroger 1000, à raison de 100 échantillonnés par centre pénitentiaire. Un travail salué par les différents organismes de la chaîne de défense des droits humains au Bénin soutient à l'initiative. J'ai voulu personnellement venir ici aujourd'hui à cause de la thématique, qui est une thématique pour laquelle la Commission s'est engagée. Nous avons été heureux de constater que, bien que le gouvernement ait pris des mesures privatives interdisant l'accès au centre de détention, qu'après la commission, vous aviez été autorisé. La question de la vie carcérale fait partie des chevaux de bataille du médiateur de la République depuis plusieurs années. Et depuis quelques jours seulement, j'ai pris fonction en tant que directeur des recours du médiateur. Je peux vous garantir que dans la pile des dossiers dont j'ai hérité, les réclamations ou les plaintes relatives aux conditions de détention occupent une bonne place. Le Ordre des avocats du Bénin a également fait un travail par rapport à la situation carcérale des détenus. Donc c'est une lutte commune et nous allons continuer ensemble avec vous. Un comité scientifique d'universitaires
et de spécialistes défenseurs expérimentés des droits humains au Bénin a supervisé les travaux de réalisation de ce monitoring. Et nous avons fait la part des choses, parce que chaque établissement, selon même la position géographique, vous le constaterez à l'étude du document, a ses spécificités. Le questionnaire qui a été utilisé, en réalité, traite dans un premier temps de la situation judiciaire des personnes privées de liberté et dans un second temps traite des conditions de détention de ces personnes dans le milieu carcéral. Et selon la position géographique de l'établissement, vous lirez dans les rapports partiels, c'est-à-dire les spécificités. Des productions audiovisuelles et de presse écrite vont participer de la vulgarisation des résultats contenus dans ces documents. Un moyen pour permettre à tous d'appréhender de plus près la situation des personnes privées de liberté et de prendre la mesure des plaidoyers en vue. D'une ONG à une autre, nous allons à présent faire un zoom sur le sous-projet autonomisation des filles et des femmes du projet Suède. C'est à travers une tournée départementale conduite par l'ONG Gbewa pour sensibiliser les acteurs de ce sous-projet dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. Les responsables de l'ONG Gbewa étaient à Porto Novo puis à Kétou pour entrer en contact avec les autorités à la base. Reportage. L'autonomisation des filles et des femmes contenues dans le projet Suède doit impacter à terme 25 245 filles dans le plateau et 51 141 dans l'Ouémé. Un objectif que l'ONG Gbewa, en charge de la supervision de ce sous-projet dans ces deux départements, ne saurait atteindre sans le concours des responsables locaux. Raison principale qui a motivé cette descente dans les communes de Kétou et de Porto Novo. Les attentes ont été comblées. Depuis hier, on a invité tous les acteurs, les différentes parties prenantes pour leur parler de projet. Toutes les parties prenantes étaient représentées. Nous les avons rassurés que la sélection, l'identification sera faite de façon transparente et avec la participation de tous les acteurs pour que les plus vulnérables soient vraiment ceux et celles qui sont vraiment dans le besoin. Donc c'est une satisfaction totale. Ce programme de l'État béninois, expliqué à ses acteurs associés, révèle des résolutions issues du tableau sombre que présente la situation de la jeune fille au Bénin. Un diagnostic qui a été rappelé lors de ces 2 jours de travaux. Des records en matière de violation des droits de la femme sur tous les plans. Pourquoi nous avons tenu nous-mêmes à être là et ne pas nous faire représenter. Aujourd'hui, beaucoup de filles sont obligées de se marier de façon prématurée et tombent alors enceintes, mais dans un environnement où les soins maternels, de même que les services de planification, font cruellement défaut. Ce qui entraîne une pauvreté prononcée, une situation sanitaire préoccupante et une sous-productivité, avec pour corollaire la malnutrition, une mortalité maternelle et infantile élevée. Nous sollicitons l'implication des autorités à tous les niveaux et de tous les acteurs du département du Plateau. C'est fort de cela que la rencontre de ce jour a été organisée pour informer et définir les rôles et responsabilités de tous les acteurs dans la mise en œuvre du sous-projet. En dehors de la supervision départementale, l'ONG Gbewa est une organisation de mise en œuvre dans les communes d'Adjawere, Akpromisirete, Bono, Adjoun et Porto Novo, dans la zone sud du projet Suède, piloté par Plan International Bénin. Le Rotary Club International annonce ces 2 jours de conférence du district 2022. Elle va se dérouler du 22 au 23 avril prochain. Au cours de cette rencontre, plusieurs activités sont prévues. C'est un moment de retrouvailles entre Rotariens du Niger, du Ghana, du Togo et bien d'autres pays. Les détails avec le comité d'organisation. Il est au micro de Wahab Alipara. Depuis le 1er juillet 2021, les PDG du district 9102, qui est composé de 4 pays, que sont le Bénin, le Togo, le Niger, le Ghana. Ces PDG ont élu, disons, une béninoise, en la personne de Lima
Rufine Kenom comme gouverneur de district. Et quand c'est comme ça, c'est à son pays que soit, disons, cette conférence de district qui sera organisée du 22 au 23 prochain. Et ça va se passer au Palais des Congrès. Bon, au cours de cette conférence, c'est qu'il se passera beaucoup de choses. D'abord, c'est là où on va présenter les objectifs de l'année rotarienne 2022-2023. Et il faudra aussi qu'on renforce les capacités des rotariens sur des thématiques données. Là aussi, c'est qu'on aura un invité d'honneur qui va, disons, entretenir les rotariens sur des sujets majeurs de la vie rotarienne, surtout sur la santé. Ensuite, il y aura l'oratrice principale qui va parler aussi de l'autonomisation des femmes. Parce que cette année, notre président du Rotary international a mis l'accent sur l'autonomisation des femmes. Et comme nous sommes aussi comme ça dans le Bénin, nous avons aussi choisi que ce soit le thème majeur de cette conférence. On va aussi profiter pour montrer, disons, les sites touristiques du Bénin, surtout faire visiter nos trésors royaux, disons, à nos invités. Et tous les amis rotariens sont prêts pour rendre le séjour très agréable, disons, aux amis qui viendront du Ghana, du Niger, du Togo, de la Côte d'Ivoire, de la France, des États-Unis et du Gabon. Parlons tête couronnée, chefferie traditionnelle à présent. Holou Wenoukhognon, c'est le nom du tout nouveau roi des Hula du Bénin. Il a été intronisé ce samedi 16 avril 2022 à Révé, dans la commune de Grand Popo, département du Mono. Je vous propose de revivre dans ce reportage le temps fort de son intronisation. C'est un reportage signé Geoffroy Messon. Une nouvelle ère s'ouvre au sein de la communauté Hula du Bénin. Depuis le samedi 16 avril 2022, le trône de leur royauté n'est plus vacant. Il est désormais occupé par Holou Wenoukhognon, que voici. Je demanderai à tous ceux qui sont Hula, tous les Hula du Bénin, de s'unir parce que nous avons un grand travail à faire, celui de l'alphabétisation, de l'émancipation. Holou Wenoukhognon, avant de s'installer sur le trône des Hula du Bénin, a subi des heures plus tôt quelques rituels. Dirigés par Togbe Vankou II, ces rituels se sont déroulés au palais Alibounou, à Oussoukhoué, à Révé, dans la commune de Grand Popo. Ça s'est bien passé, comme les oracles l'ont dit. C'est nous, les Adibounou, qui intronisent les rois plats. Donc la cérémonie, ça s'est bien passé, très bien passé. Les Koris ont donné de bons résultats. Les Kolas aussi ont donné de bons résultats. Donc ça s'est très bien passé. Plusieurs têtes couronnées ont effectué le déplacement pour saluer le nouveau venu dans le cercle des rois et têtes couronnées du Bénin. Outre la prière, ils ont aussi prodigué des conseils au nouveau roi des Hula du Bénin et lancé des messages. En tant que président du Conseil des rois et dignitaires du Moni du Koufo, je vous donne toute la bénédiction de tous les rois et dignitaires du Mono et du Koufo. C'est le peuple qui l'a choisi. Il doit être à l'écoute de son peuple. De la même manière, le peuple va le suivre. Le travail doit être fait la main dans la main. Il va durer sur le trône. Le trône lui sera acquis et il devra être à l'écoute de son peuple. Son règne sera rempli de retombées positives pour son peuple. Holou Wenoukhognon est le 5e roi des Hula du Bénin.
Restons dans le département du Mono, cette fois-ci dans la commune de Bopa qui a vibré ce week-end au rythme de la fête pascale Gogo. Parmi les activités qui ont drainé du monde figurent les jeux et diverses courses organisées le samedi 16 avril 2022 pour rendre la fête plus gaie et plus attrayante. Retour sur les images. Arrondissement de Bopa en jaune-vert contre arrondissement d'Agbodji. C'est l'affiche de ce match amical de gala qui est venu sanctionner la journée sportive de l'édition 2022 de la fête Gogo. Nous exhortons tous les joueurs d'Agbodji, tous les joueurs de l'arrondissement de Bopa à faire montre de fair play, surtout le fair play. Montrez-nous un beau match pour qu'à la fin, on puisse se réjouir à la maison des jeunes tout à l'heure. Organisée chaque année en période pascale, Gogo est une fête de retrouvailles des fils et filles de Bopa dans le département du Mono. Pour cette édition, les organisateurs, que sont les responsables de l'Union pour le développement de l'arrondissement de Bopa, UDAB, ont initié cette rencontre pour égayer le public. La rencontre s'est soldée par un score de 3-0 en faveur de Bopa. C'est bon, mais on a fait une petite faute pour qu'on nous a gagné. Prochainement, on va corriger notre erreur. Notre secret, c'est l'entraînement. Et surtout, nous les joueurs, on a suivi notre entraîneur et on a respecté leurs consignes. Et c'est pourquoi on a gagné le match. Des jeux de maillots et des ballons ont été distribués aux deux formations. Un peu plus tôt dans la journée, dans le village de Dado, le public a eu droit à des jeux et concours. Il y a eu entre autres la course de pirogue, la lutte traditionnelle, la course avec jarre d'eau sur la tête et la course dans des sacs. Le port de jarre, c'est ce que nos parents ont eu l'habitude de faire en allant dans les marchés parce qu'il n'y avait pas de véhicules, il n'y avait pas les moyens de transport. Ils avaient l'habitude de le faire. Et en allant chercher de l'eau à des kilomètres, c'est le port des jarres. Cause pour eux, c'est une capacité de nos parents à pouvoir aller sur l'eau, aller pêcher et revenir contre vents et marées. Vous avez vu ce qui s'est passé, c'est juste une démonstration pour que la postérité puisse savoir que nous avons beaucoup de choses à revendre. Les meilleurs de ces différents jeux et concours ont reçu leur récompense dans la soirée, dans le rôle de la maison des jeunes de Bopa. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.